Imaginez un geste simple, un refus silencieux qui allait résonner à travers une nation et changer le cours de l'histoire. C'est l'histoire de Rosa Parks, une femme dont le nom est aujourd'hui synonyme de courage et de lutte pour la justice. Un jour en apparence ordinaire, fatiguée par son travail de couturière, elle a pris une décision qui était tout sauf ordinaire. En refusant de céder sa place dans un bus à un passager blanc, elle n'est pas seulement restée assise, elle a défendu la dignité de millions de personnes. Sa défiance tranquille est devenue un symbole puissant, allumant l'un des mouvements les plus importants pour les droits civiques aux États-Unis, et prouvant que la détermination d'une seule personne peut déplacer des montagnes. Mais qui était cette femme avant ce jour fatidique? Pour vraiment comprendre l'ampleur de son action, nous devons remonter le temps, bien avant qu'elle ne devienne une icône internationale. Rosa Parks n'était pas seulement une couturière fatiguée, elle était une activiste de longue date, une personne profondément consciente des injustices qui l'entouraient depuis sa plus tendre enfance. Son histoire ne se résume pas à un seul moment dans un bus. C'est l'aboutissement d'une vie d'expérience, de témoignages et d'endurance face à l'inégalité systémique qui définissait le Sud-Américain. Rosa Louise Macaulay est née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama, un État situé au cœur du Sud-Américain. Ses parents étaient James Macaulay, un charpentier, et Leona Edwards, une enseignante. C'était une époque et un lieu où la couleur de votre peau déterminait presque tous les aspects de votre vie. Dès son plus jeune âge, Rosa a été confrontée aux dures réalités de la ségrégation raciale. Peu après sa naissance, ses parents se sont séparés et sa mère a déménagé avec Rosa et son jeune frère, Sylvester, pour vivre chez ses grands-parents à Pine Level, juste à l'extérieur de Montgomery. La vie à la ferme était modeste, mais remplie de l'amour et des valeurs solides de sa mère et de ses grands-parents. Son grand-père, un ancien esclave, était un ardent défenseur de l'égalité raciale et a inculqué à la jeune Rosa un sentiment de fierté et un refus d'accepter le statut de citoyen de seconde classe. Il s'asseyait souvent sur le porche avec un fusil de chasse, protégeant la famille contre les raids nocturnes du Ku Klux Klan, un groupe violent de suprémacistes blancs qui terrorisait les communautés noires. Ses premières expériences ont semé les graines de la résistance dans le jeune esprit de Rosa, lui apprenant qu'il fallait être prêt à se défendre et à défendre sa dignité contre la haine. Sa mère, Leona, a également eu une puissante influence. En tant qu'enseignante dans une école ségrégée pour enfants noirs, elle accordait une grande importance à l'éducation et s'est assurée que Rosa apprenne à lire et à écrire très tôt. Leona a fait l'école à la maison à Rosa jusqu'à l'âge de 11 ans, la protégeant des écoles de qualité inférieure et sous-financées destinées aux enfants noirs. Elle a enseigné à sa fille non seulement des matières académiques, mais aussi l'importance du respect de soi et de la persévérance. Cette solide base de soutien familial et d'éducation allait devenir le fondement du caractère de Rosa, lui donnant la force dont elle aurait besoin dans les années à venir. En grandissant à Pine Level, Rosa a été témoin des humiliations quotidiennes de la ségrégation. Elle a vu des fontaines à eau séparées, étiquetées, blancs et colorées. Elle a vu des noirs devoir descendre du trottoir pour laisser passer les blancs. Elle a fait l'expérience du système de bus scolaire qui ne servait que les élèves blancs, la forçant, elle et d'autres enfants noirs, à marcher des kilomètres jusqu'à leur propre école séparée et mal équipée. Ce n'était pas seulement des règles, c'était dû des rappels constants et douloureux qu'elle était considérée comme inférieure. Pour comprendre l'acte de défiance de Rosa Parks, nous devons d'abord saisir le cadre juridique qui régissait son monde, les lois Jim Crow. Ce n'étaient pas quelques règles isolées, mais un système complet et brutal de lois d'État et locales, promulguées à la fin du 19e siècle. Leur but était simple, imposer la ségrégation raciale et priver les Afro-Américains de leurs droits civiques. Le mantra était « séparés mais égaux », un mensonge cruel. En pratique, les installations pour les Noirs étaient délibérément inférieures. Ces lois pénétraient chaque aspect de la vie quotidienne, créant deux mondes distincts et inégaux. Écoles séparées, hôpitaux séparés, prisons séparées, les espaces publics étaient divisés, parcs, piscines, bibliothèques, fontaines séparées et toilettes dégradées. Les restaurants ne servaient pas au même comptoir, hôtels refusant l'hébergement. Dans les transports publics, notamment les bus de Montgomery, la ségrégation était particulièrement humiliante. L'avant du bus réservé aux blancs. Les passagers noirs payaient à l'avant, descendaient, remontaient par la porte arrière, puis s'asseyaient à l'arrière. Même si l'avant était vide, les noirs ne pouvaient pas s'y asseoir. Et si l'avant se remplissait, les passagers noirs des rangées du milieu devaient se lever et céder leur place aux nouveaux passagers blancs.
Ce système s'appuyait sur la loi, mais aussi sur la menace de représailles économiques, d'intimidation et de violence. Défier une loi Jim Crow pouvait signifier perdre son emploi, être expulsé de son logement, subir des agressions physiques, parfois la mort, avec peu ou pas de recours juridique. La police et les tribunaux faisaient partie de la même machine oppressive. C'est dans cet environnement que Rosa Parks a vécu. Le soir du jeudi 1er décembre 1955, Rosa Parks a terminé sa journée de travail comme couturière au grand magasin Montgomery Fair. Elle était fatiguée, ses pieds lui faisaient mal, ses épaules lui faisaient mal, honnêtement, elle voulait juste rentrer chez elle. Elle était montée dans le bus de Cleveland Avenue et a pris un siège dans la première rangée de la section colorée, située au milieu du bus. Pendant quelques arrêts, le trajet s'est déroulé sans incident majeur. Mais à mesure que le bus poursuivait son chemin, de plus en plus de passagers blancs sont montés. Bientôt, la section avant était pleine et un homme blanc est resté debout dans l'allée. Le chauffeur de bus, James F. Blake, a remarqué la situation et a tourné son attention vers la rangée du milieu. Suivant la pratique coutumière, Blake a ordonné aux 4 passagers noirs de la rangée de se lever et de se déplacer vers l'arrière. 3 des passagers ont obtempéré. Mais Rosa Parks ne l'a pas fait. Elle était restée assise, regardant par la fenêtre. « Allez-vous vous lever ?» Blake, irrité, lui a dit qu'il la ferait arrêter. « Vous pouvez le faire ?» a-t-elle répondu tranquillement. Ce n'était pas une décision spontanée, née de la fatigue, mais un choix conscient, alimenté par une vie d'indignité. 12 ans plus tôt, en 1943, James F. Blake l'avait fait descendre pour avoir refusé de remonter par la porte arrière après avoir payé. Elle avait évité son bus pendant des années par la suite. Elle a expliqué plus tard qu'elle n'était pas physiquement plus fatiguée que d'habitude, mais plutôt fatiguée de céder à l'humiliation constante de la ségrégation. Les autres passagers ont réagi avec un mélange de choc, de peur et peut-être d'admiration silencieuse. Le chauffeur a appelé la police. 2 agents sont rapidement arrivés. « Je ne sais pas, mais la loi, c'est la loi et vous êtes en état d'arrestation. » Rosa Parks a été emmenée à la prison municipale, où ses empreintes ont été relevées et elle a été brièvement incarcérée. Son arrestation s'est répandue comme une traînée de poudre. Edgar D. Nixon a compris l'importance du moment. Avec Clifford Durr, il a payé sa caution et a discuté des prochaines étapes avec Raymond. Ils ont proposé un boycott le 5 décembre, jour du procès. Joan Robinson et ses étudiants ont imprimé et distribué plus de 50 000 tracts. Le résultat fut stupéfiant. Les bus étaient en presque vide. Plus de 90% ont participé. Ils ont marché. Ils ont fait du covoiturage. Ils ont pris des taxis gérés par des Noirs. Rosa a été reconnue coupable et condamnée à une amende. Mais l'effet d'entraînement s'était transformé en raz-de-marée. La MIA est née, avec le Dr Martin Luther King Jr. comme président. La protestation d'un jour s'est transformée en l'incroyable période de 381 jours. La MIA a orchestré un système de covoiturage complexe, des églises comme centre, des dons pour carburant et entretien, la marche comme protestation quotidienne sous la chaleur comme le froid. Harcelés, menacés, bombardés. Rosa et Raymond ont perdu leurs emplois. La ville a tenté de briser le mouvement, mais les boycottistes ont tenu. En parallèle, une contestation progressait. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême a confirmé Browder, Wutzgale. La ségrégation dans les bus était inconstitutionnelle. Après 381 jours, le boycott prit fin. Le 21 décembre 1956, Rosa, le Dr King et d'autres montèrent dans un bus déségrégué. Rosa s'assit à l'avant. Rosa n'était pas une héroïne accidentelle. Membre de la NAACP dès 1943, secrétaire pendant des années, elle documentait discrimination et violence et cherchait justice. À Highlander, elle s'est formée à la désobéissance civile non violente et à l'intégration. Face aux menaces et difficultés économiques, elle déménagea à Détroit en 1957. De 1965 à 1988, elle servit les électeurs au Congrès, restant une voix puissante contre l'inégalité. Avant Rosa, Claudette Colvin, 15 ans, avait refusé de céder sa place. Les leaders jugèrent qu'il fallait un symbole irréprochable. Rosa, dignité tranquille, emploi stable, respect communautaire. Rosa Parks est décédée en 2005, à 92 ans, laissant un monde profondément différent. Son héritage dépasse un moment dans un bus, une vie de courage tranquille et de dignité humaine. Le boycott propulsa le mouvement, inspira d'autres actions et ouvrit la voie aux lois historiques de 1964 et 1965.